Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour la causerie du derby, la causerie de Nice-Monaco pour la 5e journée de Ligue 1. Et pour m'accompagner, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Romain et salut à tous les auditeurs. Alors, vous commencez un petit peu à connaître le programme d'une causerie, donc on va revenir un petit peu sur le contexte des deux équipes. On vous proposera une interview avec Yann Pecheral, correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur pour les équipes de Nice principalement et aussi de Monaco. On abordera aussi le groupe qui est tombé récemment et on fera une petite projection sur la compo. Alors, pour ce qui est du contexte, alors si on prend le classement brut, ça ne veut pas forcément dire trop de choses. Monaco deuxième avec 12 points, carton plein, juste devancé par le PSG à la différence de but. Et un OGC Nice qui a vécu un début de saison plus compliqué avec une seule victoire en 4 matchs et une 17e place actuellement au classement. Sans oublier Nice qui s'est coltiné également 2 matchs de barrage de Ligue des Champions. Un aller-retour face à l'Ajax pour commencer, suivi du barrage contre Naples. Alors toi, Et du coup, oui, une victoire en 4 matchs pour Nice, on pourrait même dire une victoire en 8 matchs au fait au final, parce qu'ils ont joué 8 matchs officiels cette saison. En Ligue des Champions, il y a pas de victoire non plus. Ils sont passés avec des nuls contre l'Ajax à la différence de but. c'est vrai. Ils ont pris 2 défaites contre le Napoli, donc pas une grosse série de victoires là cette année. Voilà. C'est eu de début de saison relativement compliqué, d'autant plus leur mercato également s'avère compliqué. Yann Pecheral reviendra un petit peu sur ces éléments-là lors de l'interview, mais comment vois-tu ce derby, toi? Comment le sens-tu? C'est vrai qu'on est sur des dynamiques qui sont complètement opposées. Nous, en championnat, on a tout gagné, en étant relativement solide, relativement impressionnant. On est sur une super dynamique, là où Nice, inquiète un petit peu dans ce début de saison. C'est ce qui est un peu une surprise au sortir de la saison passée, je trouve, où on avait fini premier, Nice troisième, et vraiment fait une. Mais ne fallait-il pas s'y attendre un petit peu? Je veux dire, Nice c'est un club qui tend à grandir petit à petit. C'est la première fois qu'ils passent par des préliminaires de Coupe d'Europe et là, en l'occurrence de Ligue des Champions, qu'ils ont un mercato à gérer avec des joueurs demandés et des grosses sommes d'argent annoncées également. Ouais, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient une saison quand même dure que la saison passée. Après, là, ils ont quand même perdu des équipes comme Troyes ou Amiens, des promus. Euh, Non, mais Amiens, c'est fort, hein, s'il te plaît. Mais bon, Amiens, je sais pas, moi je les avais vus jouer au parc et c'était vraiment, j'ai rarement vu une équipe aussi faible Mais de je, mes je- yeux je crois en Ligue qu'Amiens 1. est l'équipe qui a pris le moins de buts en Ligue 1 contre le PSG. Attention, Ouais, ouais, ouais. d'accord? C'est un PSG tranquille, hein. J'ai des racines amiénoises, donc s'il te plaît. Ah bon, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Comme le président Macron en fait. Oui, Ça mais te fait au lui, moins un point commun avec lui. c'est ça de prix. Après, lui, il est pour l'OM. Mais bon. Et du coup, tu me demandais comment je sens ce derby, plutôt optimiste du coup. Je pense qu'on arrive en position de force. On est sur une belle série de victoires. Après, voilà, c'est des matchs spéciaux. Il y a une trêve qui est passée par là aussi, ce qui parfois chamboule un petit peu l'état des lieux et des forces en présence. Voilà, c'est un match quand même à prendre très très au sérieux. Je serais quand même plutôt optimiste de mon côté. Voilà, donc. Parce que toi, t'en penses? J'ai une tendance à l'optimisme également. Je, je pense qu'on va continuer de surfer sur la vague qui est la nôtre à l'heure actuelle. Jardim en plus l'a répété en conférence de presse que c'était un match très important et que le contexte en plus de derby renforce l'attrait de ce match et le rapproche presque d'une condition match de Champions League. Donc c'est, je pense, une très bonne chose de jouer ce match juste avant l'ouverture de la Ligue des Champions, car ça t'oblige vraiment à rester concentré et ne pas te projeter sur le match qui arrivera cette semaine, en milieu de semaine. Donc je trouve ça très intéressant.
Après, voilà, t'as toujours la petite appréhension, la petite peur. Tu te dis un petit peu derby, on oublie un petit peu, on fait table rase, c'est un autre contexte, c'est autre chose. Presque un petit peu comme un match de coupe, hein, d'une certaine manière. Je sais pas si tu vois un petit peu ça aussi comme ça. Ouais, puis moi je me méfie, mine de rien, même si Nice c'est un début de saison difficile, ça reste une équipe qui est entraînée par un super coach, un des meilleurs coachs de Ligue 1, et qui a quand même des joueurs de talent. Et donc ça combiné, c'est toujours quelque chose dont tu peux te méfier. Voilà. Et puis, on est bien placé pour le savoir, hein. On s'en souvient encore, malheureusement, l'année dernière, on a quand même pris une sacrée claque. Ouais, on avait pris une belle danse, pas forcément dans le jeu, c'était un match assez particulier, où on avait pris 4-0 sans vraiment s'en rendre compte avec un gros Mario Balotelli. C'était Un notre gros première cardinal. défaite. Un gros Un cardinal. gros, ouais, bah, gros J'ai cardinal, j'ai- gros, j'ai- j'ai gros pas but. précisé le sens, hein, ou le degré de, hein. Ouais. D'accord? Et bon, là, j'espère pas reprendre une danse comme ça, hein, mais globalement, je pense que c'est une équipe qui nous a plutôt réussi ces dernières saisons. Dans l'ensemble, oui, excepté la claque de l'année Ouais. dernière, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal, hein. Ouais, ils avaient gagné une fois au Louis II, je crois que je sais plus comment s'appelait ce joueur, Carlos Eduardo, je crois, qui avait mis un coup Ouais, franc. Donc. voilà, c'est ça, exactement. Et à part ça, c'est plutôt des victoires de Monaco depuis qu'on est remonté, donc bah, on espère continuer. Continuer la série. On va passer sur l'interview réalisée avec Yann Peschral. Donc, nous, on va s'abstenir un petit peu de parole. On va vous laisser profiter de cette interview qui a été enregistrée dans l'après-midi. Donc, je le répète, Yann Peschral, donc correspondant RMC Sport sur Nice et Monaco. Ouais, parce que pour préciser, d'habitude on fait intervenir des supporters, mais là on n'avait pas supporters de Nice, hein, on n'avait pas trop envie, on a préféré prendre un journaliste. Hein. Et c'est intéressant. On sent aussi certaines expertises de qualité émanant de Yann Peschral. Tout à fait. Voilà. Donc on vous laisse écouter l'interview et nous on revient juste après. Yann Peschral, correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur. Bonjour Yann. Bonjour, salut à tous. Alors merci à toi de nous donner ton expertise sur ce derby et principalement sur l'aspect niçois qui nous intéresse nous. On va aborder le thème classique. Comment va l'effectif Nice? Comment s'est passée la trêve internationale suite à début de saison compliqué, le raté un petit peu contre Nice, le départ avorté de série? Bah, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que l'OGC Nice réalise pas un bon début de saison, mais je crois que l'AS Monaco sait aussi ce que représente de passer des tours de qualification en Ligue des Champions. L'OGC Nice a fait 4 matchs de Ligue des Champions qui lui ont coûté cher physiquement, psychologiquement. C'est vrai qu'il y a eu un départ en fanfare avec cette qualification face à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, ça a été difficile avec l'élimination contre Naples. Ils ont laissé beaucoup de buts aussi. Et puis, Nice a un effectif remanié. Nice a perdu beaucoup de joueurs, en a acheté beaucoup également. Si on fait une projection, on ne connaît pas encore les compos d'équipe qui seront alignés demain, mais si on fait une petite projection sur les équipes probables, je crois qu'on peut compter 4 Niçois qui étaient titulaires lors du dernier derby Nice-Monaco à l'Alliance Riviera. Il y a 4 Niçois qui devraient être titulaires demain alors qu'ils l'étaient la saison dernière. Si on fait le comparatif avec la compo probable, encore une fois, on ne sait pas trop quel sera le 11 monégasque, mais voilà, sur le 11 monégasque, on peut compter probablement 8 joueurs qui étaient au coup d'envoi l'année dernière et qui le seront peut-être demain. Donc voilà, cet effectif a été remanié et il y a eu cette Ligue des Champions qui a laissé je pense que les Niçois ont laissé beaucoup de vues. Et puis il y a eu, tu en as parlé, les épisodes avec le mercato qui a été compliqué. Alors il a été compliqué à Monaco, c'est vrai, hein, l'épisode Kylian Mbappé, on en reparlera si tu veux, mais c'est vrai que l'épisode de Jean-Michel Seri a été compliqué à vivre, d'Albert. Il y a des joueurs très importants qui sont partis du côté de l'OGC Nice, et notamment la défense. Par exemple, la défense
qui étaient alignés la saison dernière lors du Nice-Monaco. De mémoire, c'était Dalbert, c'était Ricardo Pereira de l'autre côté, il y avait Malansar, il y avait Dante, il y avait Paul Bass. Ces 5-là, ils seront pas là demain. Que ce soit, bon, deux sont partis, 3 sont partis, un est blessé, l'autre est suspendu. Mais il y a des joueurs importants qui sont partis, qui sont difficiles à remplacer. Il va falloir du temps. Je crois qu'il va falloir un peu de temps pour cette équipe de l'OGC Nice. Il y a eu l'épisode un petit peu Balotelli aussi, qui a été blessé, qui a été malade, qui a joué blessé face à Naples, qui a été très critiqué. Bon, il en a l'habitude lui, mais voilà, c'est un début de saison, c'est vrai, très compliqué avec des résultats en Ligue 1, 3 défaites, autant les défaites que par le jeu aussi proposé par les Niçois. Je crois que ça déçoit tout le monde, c'est vrai, mais je crois qu'il va leur falloir un petit peu de temps. Après, attention, hein, on se rappelle du derby de l'année dernière, du 4-0 pour l'OGC Nice. Ça serait l'idéal pour les Niçois de lancer leur saison là-dessus, malheureusement pour l'AS Monaco. Est-ce qu'on peut dire que ce derby tombe à pic pour eux? Ouais, pour lancer sa saison, pour oublier ce début de saison, ces 3 défaites en championnat, tourner la page de la Ligue des Champions et ouvrir un nouveau chapitre, oui. Maintenant, est-ce que cet AS Monaco qui n'a disputé que 4 matchs depuis le début de la saison, Leonardo Jardim m'a rappelé cette semaine qu'à pareille époque l'année dernière, Monaco avait joué 8 matchs. Cette année, il y en a 4 matchs de championnat, il y a besoin de beaucoup moins de turnover. Il y a eu la trêve internationale. L'épisode est finalement de Kylian Mbappé s'est plutôt bien passé parce que il y a beaucoup de sérénité autour de ce départ, finalement, beaucoup de sérénité, que ce soit au club, que ce soit au niveau des supporters ou au niveau de l'effectif également. Cette sérénité, je pense qu'elle vient du fait que l'AS Monaco vient d'aligner 4 victoires sur ce championnat-là. On en est à beaucoup plus, on en est à 16, mais 4 victoires avec un début de saison absolument parfait en ce qui concerne les résultats. Donc il y a cette sérénité-là. Maintenant, du coup, est-ce que pour l'OGC Nice, c'est bien de jouer Monaco à ce moment-là de la saison, est-ce que ça tombe à pic? Vu les résultats, vu la qualité de jeu proposée contre l'OM, je suis pas certain que ça tombe à pic. D'accord. Est-ce que le Nice actuel te fait un petit peu penser au Monaco d'il y a 2 ans? D'un certain côté, en ce qui concerne les départs, en ce qui concerne l'effectif remanié, et puis les préliminaires de la Ligue des Champions, où c'est vrai, Monaco avait laissé beaucoup de choses, hein, et pas mal de désillusions aussi, hein, avec l'élimination contre Valence. Donc oui, d'un certain côté, oui, c'est vrai, mais voilà, avec le temps, on a vu que Monaco s'était relevé et que on va laisser le bénéfice du doute à ces Niçois qui ont fait, alors c'est l'ennemi juré des Monégasques et des supporters monégasques, mais ce qu'a réalisé l'OGC Nice la saison dernière, c'est absolument exceptionnel, avec un budget comme le leur, terminer 3e du championnat et puis surtout développer cette qualité de jeu-là et faire de très très gros matchs, et notamment contre l'AS Monaco. Voilà, il faut saluer ce qu'a réalisé l'OGC Nice. Le perdurer comme ça et ne pas avoir de période de creux pour cette équipe niçoise, ça me semble normal que l'OGC Nice fasse un petit peu les montagnes russes parfois, et que en ce début de saison, une fois encore avec la Coupe d'Europe et puis les circonstances du mercato, ça me semble normal que l'OGC Nice ait des périodes de doute. Comme tu le dis, ça paraît normal. De notre point de vue, c'est un peu le ressenti qu'on a également. C'est un club qui grandit, qui apprend. C'est la première fois qu'ils ont à gérer ce genre de période, un mercato compliqué après une bonne saison, voire même une saison excellente, et des tours préliminaires de Ligue des Champions. Ah oui, non, mais les préliminaires de Ligue des Champions, alors oui, il y avait des joueurs d'expérience, c'est vrai, hein, des joueurs comme Dante, des joueurs comme Balotelli, Schneider qui viennent d'arriver. C'est vrai que l'OGC Nice s'est créé ce mélange avec des joueurs très inexpérimentés, un peu fougueux. C'est ce qui a marché d'ailleurs, hein, notamment la saison dernière, avec ce mélange de joueurs. Maintenant, et Lucien Favre le dit souvent, très très souvent, son équipe est jeune et inexpérimentée en nombre. Il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais goûté à la Coupe d'Europe. Alors la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Et puis on a vu aussi, il faut le dire, que la marche était très très haute, parce que l'équipe de Naples a été exceptionnelle, que ce soit au match aller ou au match retour. On a vu des joueurs exceptionnels, et à un moment donné, c'est pas honteux de dire que la marche était trop haute et que Naples était beaucoup plus fort
que cette équipe de l'OGC Nice. Voilà, c'est arrivé aussi à Monaco de ne pas passer les tours préliminaires de Ligue des Champions. L'essentiel, c'est de se relever et surtout de se replonger dans le championnat. Alors, Nice a la Ligue Europa aussi, donc c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant. La saison dernière, Nice avait le championnat à jouer. Voilà, c'est la différence entre la saison dernière et cette saison. Mais vont-ils jouer l'Europa League cette année? L'année dernière, ils l'ont un petit peu quand même mise de côté. Est-ce que cette année, ça s'est arrêté très rapidement, oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'année dernière, oui. Surtout, et notamment dans le Money Time, sur toute la fin de saison, et par rapport à Monaco et au Paris Saint-Germain, voilà, Nice jouait que le championnat, parce qu'on a eu ce sentiment-là. C'est vrai que Nice est passé au travers de sa Ligue Europa. Donc on peut pas dire que ça ait coûté beaucoup aux Niçois de jouer la Ligue Europa. Je leur souhaite cette saison de la jouer et d'aller loin, parce que c'est une compétition où quand on arrive loin, on l'a vu avec Lyon par exemple l'année dernière, c'est une compétition où mais on arrive à quand même à avoir le goût de la Coupe d'Europe. Ça fait de l'expérience pour tout le monde, ça fait de la joie pour les supporters aussi quand on arrive à avoir de belles affiches, parce qu'il y aura de grosses équipes en Ligue Europa une fois que les poules seront passées. C'est ce que je souhaite aux Niçois. Donc j'espère que l'OGC Nice va faire bonne figure cette saison en Ligue Europa. Bon, on le souhaite tous pour les clubs français en Coupe d'Europe. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le match. À quel 11 niçois t'attends-tu demain à peu près, toi? Il y a un élément important déjà, c'est la suspension de Dante. Exactement. Si on couple ça au forfait de Malansar qui s'est blessé avec les espoirs, qui a pris un choc à la tête, qui va rester au repos. Il n'y a pas beaucoup de choix pour Lucien Favre. Je pense que des garçons comme Colli qui viennent d'arriver ne seront pas forcément prêts pour débuter cette rencontre. Même Papi Mendy, je suis pas certain qu'il puisse débuter la rencontre, parce que ça aurait fait plaisir aux Monégasques de revoir Papi. Ça fait plaisir à tout le monde d'ailleurs de revoir Papi, parce que c'est un garçon charmant qui a une saison très compliquée la saison dernière, mais voilà, il a eu 2 opérations à la cheville. Lucien Favre en a parlé. Il arrive cette semaine. C'est très tôt pour revoir Papi Mendy. Est-ce que Lucien Favre va aligner une équipe avec, j'ai envie de dire, un quatuor offensif composé de Schneider, avec Pléa sur un côté, Alain Saint-Maximin de l'autre et Mario Balotelli devant, avec Ferry Cosiello au milieu? C'est une possibilité. Maintenant, j'en suis pas certain non plus, parce que Lucien Favre a laissé planer le doute, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de questions en défense, par contre. Je pense que Souquet, Jallet seront sur les côtés, et que Le Marchand et Marlon, la nouvelle recrue qui arrive du Barça, seront en charnière centrale. Voilà. Est-ce que des garçons comme Rémi Walter, qui a été utilisé pas mal sur un côté par Lucien Favre cette saison, pas toujours avec bonheur d'ailleurs, contre Naples, ça s'était pas très bien placé pour lui. Pierre Lesmelou aussi, qui peut éventuellement rentrer dans le 11. Il était titulaire en début de saison. Il a lui aussi un début de saison difficile. Ça fait partie des recrues qui arrivent et à qui il va falloir laisser un peu de temps. Donc il y a pas mal d'incertitudes, et je vais te faire une réponse de Gascon, d'autant que l'entraînement, veille de match, c'est des moments importants, que pour le moment on n'a pas spécialement d'infos sur le dernier entraînement et les dernières mises en place de Lucien Favre. Ok, ça marche. D'après toi, Monaco favori? Oui, largement. Clairement oui. 16 victoires consécutives. Il y a eu ce match à Metz, c'est vrai, qui a été le plus compliqué du début de saison de l'AS Monaco, mais après le match face à l'OM, je crois, a rassuré tout le monde. Oui. Je pense qu'il a complètement rassuré tout le monde, même si je suis pas certain que ça reflète je pense qu'il est le score est fleuve, il reflète largement la physionomie de la rencontre, il n'y a pas photo, mais je pense qu'il a ce score-là, ce 6-1. Est-ce qu'il
Ouais, je pense qu'il est un petit peu trompe-l'œil par rapport à la valeur de l'effectif aujourd'hui. Pour moi, l'effectif de l'AS Monaco aujourd'hui est super effectif. Il y a de très bons joueurs, mais je trouve la sérénité et l'optimisme qui règne autour de cette équipe aujourd'hui, comme si elle avait la capacité encore à être championne de France, comme si elle avait la capacité à aller encore en demi-finale de Ligue des Champions, comme si c'était le même groupe que l'année dernière. J'ai un petit peu parfois le sentiment qu'il y a un petit peu trop d'optimisme et de sérénité. Leonardo Jardim, c'est l'homme parfait pour ce projet, mais c'est pas non plus un magicien. Et il a perdu aujourd'hui des joueurs qui sont tellement importants, qui étaient tellement importants la saison dernière, que quand je fais le parallèle avec les saisons précédentes, de manière très basique, hein, Oui, bien sûr. si je regarde les mercatos précédents, ce qu'on a depuis que Jardim est arrivé, à chaque fois qu'il a eu déjà la perte de son meilleur attaquant et un grand chambardement au mercato, derrière, c'est normal, et il a fallu du temps. Et la seule fois où on lui a laissé son effectif, et la seule fois où il a eu de la stabilité, et la seule fois où on lui a renforcé son effectif, puisque c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y avait des problèmes défensifs il y a 2 ans, et l'année dernière, on lui a amené Benjamin Mendy, Camille Glick et Djibril Sidibé. On lui a renforcé sa défense, on lui a renforcé son effectif. Il a eu peu de cadres qui sont partis, et on a vu le résultat. Quel résultat la saison dernière. Je pense que cette année, les supporters monégasques, je vous trouve très zen déjà après ce qui fait tout le mercato. Je pense que le projet de l'AS Monaco est bien assimilé par les supporters, et que je vous trouve très 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 optimiste. Voilà, très optimiste sur la suite de la saison. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une période de moins bien qui me semblera logique, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, et il y a des jeunes joueurs qui arrivent et qui vont avoir besoin d'adaptation forcément à un moment donné. Bon, en tout cas, merci Yann pour ton expertise et pour ton temps qui est si précieux, j'imagine. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de te réentendre à l'antenne ou dans quelques interventions. C'est toujours très intéressant. Vous m'appelez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Eh ben écoute, t'es le bienvenu, quand tu veux, où tu veux. Ça marche, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Puis je te souhaite un bon match, hein, j'imagine que tu bon derby, bon derby à vous tous. Ouais. Voilà. Merci beaucoup bye. En tout cas, bonne journée à toi. Ciao. Donc voilà, donc on remercie encore une fois Yann Pécheral pour sa disponibilité. Qu'est-ce que t'en retiens toi de ces propos, Boris? Les problèmes de Nice en défense peut-être? Ouais, alors moi j'ai un peu découvert ça aujourd'hui. J'avais pas forcément ces données en tête. Surtout je pense que la grosse nouvelle, c'est la suspension de Dante. Voilà, qui est quand même qui est un peu le patron de cette Dante, équipe. attention, c'est pas Dante, c'est Dante. Ah, je crois en brésilien, il me semble qu'on dit plutôt Dante. Ouais, mais en Ligue 1, mais en Ligue 1 Conforama, on dit Dante. Ouais, on n'est pas en Italie, hein. Ouais, mais on est en Ligue 1 Conforama. Eh ben en français on dit Dante, hein. Bon, d'accord. Bon, Bref. je passe. On va quand même pas vivre un enfer avec Dante. Bref. Non, et du coup, je pense que c'est à mon avis, une excellente nouvelle. C'est un défenseur d'expérience, c'est un excellent relanceur. Il avait été plutôt bon contre nous l'an dernier. Voilà, donc ils ont aussi Malang Sarr qui aurait été sûrement un candidat pour le remplacer qui est pas là. Exactement. Je pense qu'ils vont être assez affaiblis dans l'axe. Ça peut être vraiment. Il va falloir appuyer là-dessus à mon avis. Ouais, je pense. Et malgré tout, je vois pas Favre bétonner, mettre le bus ou ce genre de choses. C'est pas le profil, c'est pas son genre. Clairement pas bétonné. On sait que des fois il aimait bien la saison dernière mettre des défenses à 300 trop. Ouais. Là du coup, vu les absences, à mon avis, il aura pas cette option. Je le vois pas. Il a même pas 300 trop dans le groupe, hein, donc afin de repositionner un joueur, je pense qu'on aura un 4-2-3-1 côté niçois. Oui, c'est un petit peu ce qui semble se dégager. C'est comme ça qu'il joue. C'est ce dont nous a parlé Yann Pécheral. Juste pour apporter du coup une info. Tu as enregistré avant le groupe, avant que Nice donne son groupe. Oui, vous pouvez pas le connaître. Ouais, Yann Pécheral nous parlait de Snyder. En fait, Snyder apparemment touché à la cheville, il est pas dans le groupe, donc il jouera pas. Voilà, donc ce qui va forcément une mauvaise nouvelle non plus.
Voilà. Bon, après, ça va quand même aussi, je pense, rajouter quelques problèmes pour Lucien Favre pour composer Non, je dis c'est une bonne nouvelle pour nous, hein. Oui, oui, ça, bah, clairement, clairement, clairement. Tu parlais du groupe niçois, nous, le groupe monégasque est tombé également, donc 21 éléments, 21 joueurs convoqués, donc on en aura 3 qui resteront en tribune. Donc on a, chez les gardiens, bah, on a Souba Benaglio aussi. Alors, je comprends pas pourquoi on en emmenait 3, mais bon, bref. Ah, parce que je crois qu'en déplacement, ils aiment bien toujours en prendre 3 au cas où il y a une blessure à Ouais, l'échauffement, ouais, quoi. ouais. C'est vrai, ouais. En C'est bien défenseur, de donc l'avoir on fait, hein. a Glick, Jemerson, Georges, Radji, Sidibé et Touré. Donc pas de Congolo. Ouais, ça commence à sentir un petit peu mauvais à mon avis là pour Congolo. On pouvait se poser la question. Mais Congolo qui est sur la liste Ligue des Champions, hein, comparé à Ouais, d'autres. On reviendra de ça pour la... On abordera la liste Ligue des Champions la semaine prochaine, mais il est dessus. il est dessus. Il avait joué la contre Nîmes en amical. Et du coup Ouais, là, il est de nouveau pas dans le groupe. c'est Donc ça, à mon avis, pour l'instant, Jardim est pas trop satisfait par ce joueur. exactement. Au milieu, donc on a Fabinho Lemar, Moutinho, Ronny Lopez, Tielemans et Adama Traoré. Alors je sais pas si tu veux rajouter Guézal dans les milieux, parce que le groupe officiel Ouais. le met dans les attaquants. Oui, pour moi, c'est un milieu. Il Voilà, va on est jouer dans d'accord. les 4 Et lui-même l'a dit hein, dans son interview, il est là pour jouer milieu droit, donc dans un 4-4-2 classique. Et dans ouais, ce cas 4-2, Guézal, il est sur la ligne des 4 du milieu. Donc voilà. Bon, on peut imaginer Traoré se retrouver en tribune. ouais, c'est une petite surprise hein, Mhm. de le voir dans le groupe. Il a joué lui aussi contre Nîmes en amical. Bon, après, c'est un groupe bien élargi tout de même, hein. Ouais, il est élargi, mais par exemple, il y a Meïté est toujours pas dans le groupe non plus. Oui, c'est que, ouais, Ça voudrait c'est. dire Voilà. qu'il peut-être il est derrière Adama Traoré dans la hiérarchie. Et Euh, pour les attaquants, on a donc Cario, Diakabi, Falcao, classique, et on retrouve nos deux recrues, Keita Baldé et Jovetic. Voilà. ouais, c'est pas mal, je trouve, de pouvoir compter tout de suite sur ces recrues, les avoir dans le groupe. Ça donne pas mal de solutions à Jardim. Alors, j'ai lu, je ne sais plus exactement où, qu'a priori Keita Baldé n'avait pas une condition physique des plus optimales. Euh, Potentiellement encore un peu court, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu enfin, c'est ce que j'ai lu d'une interview. Bah, c'est quand ils ont fait leur présentation, je crois, Ouais. ou peut-être juste avant avec Jardim. Enfin bon, en tout cas, Keita Baldé apparemment est pas dans une compétition physique optimale. On Bah, va se du reste, projeter. pas forcément étonnant hein, parce qu'il a pas du tout joué avec le Lazio, comme on le disait dans la Gazette du Oui, Mercato. oui, oui, Et il a joué un petit peu avec le Sénégal, mais il a fait des entrées en jeu. Donc, exactement. il a même pas 30 minutes de compétition dans les jambes, quoi. Et il n'a pas eu non plus beaucoup d'entraînement avec ses coéquipiers. C'est ça. Un petit peu, si on regarde un petit peu déjà, toi, qui seraient les trois donc que tu verrais en tribune? Bref, il y aura forcément 6, hein, à mon avis, sauf Sauf, blessure. voilà, exactement. Euh, je, je pense quand même qu'Adama Traoré devrait glisser lui aussi en tribune. On se rejoint. Et bah, il y aura un des attaquants. Du coup, soit Carillo, soit Diakabi, soit Baldé. Moi, j'aurais mis soit Carrillo, soit Baldé. Ouais, Diakabi a joué en espoir et apparemment, il a pas été trop mal. honnêtement, là, je Et sais pas, je saurais pas forcément me prononcer c'est des questions de profil, de forme. bah, je pense que si Baldé est pas au point physiquement, je pense qu'il ira en tribune. Ouais, Je, possible. je le vois comme ça. Je pense qu'il prendra pas le risque de pas avoir un joueur à 100%, alors que Carrillo, malgré ses qualités et ses défauts, il est physiquement apte sans problème. En termes de 11, quel 11 un petit peu pressenti? Est-ce que tu pressens? Sachant qu'il y a, faut le rappeler, le match de Ligue des Champions qui arrive cette semaine. Ouais. Donc est-ce qu'une volonté de faire tourner d'entrée, peut-être pas, en cours de match? Bien sûr. Mais ça peut peut-être laisser la place, mine de rien, avec la projection de la Ligue des Champions, à un Thielmann titulaire. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y a cette question du turnover que moi je pense. Mais j'essaie de penser comme Jardim. Maintenant à l'équipe type demain. Jardim utilise pas mal le turnover, mais pas aussitôt, à mon avis, dans la saison. Je pense qu'il l'utilisera un peu plus tard quand les organismes vont commencer à être fatigués. Là, c'est pas encore forcément le Oui, cas. je suis d'accord. À mon avis, en tout cas, on peut peut-être plus s'y attendre pour le week-end prochain. Ça sera en plus un match a priori plus facile À contre la maison Strasbourg. contre Strasbourg, oui. C'est vrai.
l'attends plus là, le turnover. Je le vois bien mettre l'équipe type demain, la même 11 que. Alors, quand je dis équipe type, savoir qui accompagnera Falcao, peut-être Jovetic d'entrée. Sinon, les 10 même autres que contre Marseille. Le seul point de doute, c'est éventuellement s'il y a des joueurs qui sont rentrés vraiment fatigués comment dire, de la trêve internationale. Je pense à Falcao qui est revenu d'Amérique du Sud. Il a joué, je crois, dans la nuit de mardi à mercredi. Il a marqué contre le Brésil. Ouais, il a marqué contre le Brésil. Bon, le décalage horaire, le voyage du retour, etc. Mais Jardim en conférence a annoncé que, a priori, il devrait jouer. Hein. Ouais, comme on en parlait, en fait, la défense de Nice qui est bien affaiblie, à mon avis, ça donne envie de quand même jouer cette carte Falcao. Je le vois plus faire jouer Falcao 1 heure et après le faire sortir. Ouais, je pense aussi. Voilà. Par contre, alors, je t'ai parlé de l'incertitude potentielle avec Tielemans qui pourrait éventuellement jouer au milieu de terrain. Après, est-ce que sur un derby, le faire rentrer pour une première titularisation, c'est une bonne idée, mais bon, je ne pense pas que ça l'embête plus que ça. J'avais aussi pensé éventuellement à un petit doute sur le poste de milieu droit entre Lopez et Ghezal, peut-être. Ouais, Ghezal, un peu comme Keita Baldé, pas forcément beaucoup joué, un peu à court de forme. Mais il a eu le temps de s'entraîner, de passer plusieurs semaines, parce qu'il est quand même arrivé, je crois que c'était le 7 août de mémoire. Donc ça fait quand même un mois qu'il est là. Je pense que physiquement, il a peut-être eu aussi le temps de progresser. On l'avait vu déjà jouer presque tout de suite contre Metz, alors qu'on s'y attendait pas. Moi, je vois Jardim plus rester sur René Lopez, qui est plus dans le rythme, et qui a plutôt fait un bon match contre Marseille, qui est sur une pente ascendante, on va dire. Et faire rentrer Ghezal. Et ouais, je vois plus ça, mais à voir. Et pour Tielemans, qui croit pas Tielemans, ou une petite pièce ou... Moi, c'est clairement quelque chose que j'aurais aimé voir. Un petit turnover, Tielemans à la place de Moutinho. J'aurais bien aimé aussi voir peut-être Almami Touré à la place de Sidibé. Mais comme je disais plus tôt, moi, pour Strasbourg. Au feeling, je vois Jardim pas faire tourner sur ces postes-là. Donc, c'est pas toi si tu. Non, pas spécialement. Ça reste un match important. Comme il a dit, il souhaite préparer la Ligue des Champions qui est juste derrière. Alors, avec un Nice potentiellement affaibli, autant aligner l'équipe type, ou tout du moins l'équipe type de ce début de saison, pour éventuellement faire ce qu'il aime bien, faire la différence assez rapidement dans le match, pour pouvoir après gérer et justement reposer les joueurs qu'il souhaite reposer. Ouais. Et tu l'as très bien annoncé, il y a moyen que le turnover s'effectue plus sur le match de Strasbourg. Et devant, tu verrais quoi du coup? Plutôt Jovetic ou plutôt Diakabi pour rester dans la continuité? Je verrais plus Diakabi. Ok. Mais après, pour moi, Baldé, pardon, je le vois pas du tout sur le match. Je pense pas qu'il joue. Enfin, c'est juste mon avis parce que si on, voilà, je pense pas qu'il ait dit qu'il était hors de forme pour rien et il a quasiment même pas participé aux entraînements avec ses coéquipiers. Moi, je vois un Diakabi Falcao, peut-être Jovetic, mais je pense Diakabi Falcao. Je pense que Jovetic rentrera par contre. Ouais, ben on espère. Lui a joué 2 fois titulaire là, avec son équipe nationale. Il a marqué également. Il a marqué aussi, ouais. Donc, ouais. Glick également. Ouais, on a pas mal de buteurs. Hein. De la tête, hein. De la tête. Ah bah Glick forcément. Ouais. Enfin voilà, donc bon bah je pense qu'on a un peu fait le tour de cet avant-match. Hein. Je pense qu'on a été assez complet. Je pense qu'on a été bon. Hein. Et Yann Pécheral a été très bon également. Ouais, il était excellent. Hein. Toi aussi. Donc, ça c'est normal. Mais bon. Mais toi aussi, hein, on sent que tu progresses, que tu commences à t'affirmer. C'est vrai bon. Ouais, c'est intéressant. Ah, je te mets un 8 là pour ta prestation. Ça va. Je remplirai les notes après pour pas que tu sois éventuellement trop émotif de ta note en direct. Ça marche. D'accord. Voilà. En tout cas, Boris, merci à toi. Merci et bon match à tous, surtout bon derby. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour le débrief qui se fera plus ou moins dans la foulée, pas en live. Voilà. Et ensuite, la semaine prochaine, pour donc la causerie pour le match contre Leipzig et le débrief. Voilà. Le débrief de Leipzig qui sera en live. Voilà. Sauf. Voilà.
Ah, tu vois, tu me l'apprends. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Bonne soirée.